Le monde que vous voyez n'est qu'un décor de théâtre, une façade de carton-pâte peinte aux couleurs de la démocratie et du progrès. Mais derrière le rideau, dans l'humidité des cryptes et le velours des arrière-boutiques, d'autres mains tirent les fils. Des mains froides, habituées à l'obscurité, qui ne tremblent jamais. Imaginez une pièce sans fenêtre, quelque part sous les pavés d'une capitale européenne. L'air y est lourd, saturé par l'odeur de la cire d'abeille, du vieux parchemin et d'une sueur froide qui ne s'évapore jamais. Un homme est là, à genoux. Ses yeux sont bandés. Il n'entend que le crépitement d'une torche et son propre cœur qui cogne contre ses côtes comme un animal en cage. Il sent soudain la pointe d'une épée d'acier contre sa poitrine, juste au-dessus du péricarde. Un murmure s'élève, une voix sans visage, une voix qui semble venir des profondeurs des siècles. Si tu trahis, ce métal ne sera plus un symbole, mais une sentence. Ce n'est pas le prologue d'une fiction, c'est la pulsation invisible de notre histoire. Depuis que l'homme a compris que le savoir est un pouvoir, il a appris à le murer derrière des serments de sang. Nous allons ensemble déchirer ce voile. Nous allons explorer la face nocturne de l'humanité, là où se cachent les bâtisseurs de cathédrales, les illuminés traqués, les cavaliers de la haine et les spectres des montagnes perses. Bienvenue dans l'anatomie du secret. Tout commence par le bruit sourd, rythmique, du maillet sur la pierre. Au XIVe siècle, les francs-maçons ne sont pas des conspirateurs en costume de luxe, mais des hommes de poussière et de calcul. Ils possèdent un secret que les rois et les papes leur envient, la géométrie sacrée. Dans un monde où la majorité des hommes ne savent pas tracer un cercle parfait, celui qui connaît les lois de la voûte et la résistance du calcaire est un véritable mage. Ils se réunissent dans des loges, des refuges temporaires au pied des chantiers monumentaux. Là, entre deux épures, ils se transmettent des mots de passe et des signes de reconnaissance. Pourquoi tant de mystères? Pour protéger leur monopole, pour que le secret de la pierre ne soit pas volé par des profanes qui détruiraient les édifices par ignorance. Mais à l'aube du XVIIIe siècle, quelque chose de plus sombre, de plus abstrait s'opère. La pierre physique devient une métaphore de l'âme. On ne construit plus des cathédrales de roche, mais un temple invisible, un édifice fait d'influence, de politique et de réseau. En 1717, dans les tavernes de Londres où l'on complote entre deux chopines, la maçonnerie moderne naît d'une soif de pouvoir intellectuel. La truelle ne sert plus à étaler le mortier, mais à lisser les différends entre les puissants du siècle. C'est une ingénierie sociale déguisée en mysticisme. Les rituels deviennent des pièces de théâtre macabres. Pour devenir maître, l'initié doit mimer la mort d'Hiram, l'architecte mythique du temple de Salomon, assassiné par 3 mauvais compagnons. On le couche dans un cercueil, on l'enveloppe de ténèbres pour le faire renaître parmi ses frères. Le secret maçonnique est un venin qui a nourri 2 siècles de paranoïa. On les a accusés d'avoir décapité la monarchie française en 1789. C'est une ironie sanglante. La Révolution, cette machine de chaos qu'ils auraient aidé à huiler, a fini par guillotiner leurs propres frères nobles, incapables de contrôler le monstre qu'ils avaient libéré. Le maçon ne doit jamais révéler l'identité d'un autre frère. L'anonymat n'est pas une protection, c'est la forme la plus pure du pouvoir. Aujourd'hui, ils sont des millions, dissimulés derrière des décors de cinéma, manipulant les lois de la laïcité et les couloirs des ministères. Toujours fidèles au grand architecte de l'univers, cette entité froide et mathématique qui regarde le monde comme une équation à résoudre. Pendant que les maçons bâtissent dans la durée, d'autres, plus radicaux, cherchent l'incendie total. 1776, Bavière. Adam Weishaupt, un ex-jésuite dévoré par une ambition démiurgique et un mépris profond pour l'Église, décide que l'ordre établi n'est qu'une chaîne qu'il faut briser. Il fonde les Illuminati. Ce nom, ceux qui savent, est une déclaration de guerre à l'ignorance, mais aussi une promesse de domination. Weishaupt ne veut pas réformer la société, il veut la réinitialiser. Il infiltre les loges maçonniques comme un parasite, détournant leur structure pour ses propres fins.
Son organisation est une pyramide parfaite de 13 grades, où chaque étage ignore ce que complote celui du dessus. Les membres utilisent des noms de codes antiques. Weishaupt se fait appeler Spartacus. Il rêve d'une république universelle où les rois et les prêtres auraient disparu. À son apogée, l'ordre compte des esprits brillants comme Goethe, mais le secret est une maîtresse jalouse. En 1785, le prince électeur de Bavière découvre le nid de vipères. La répression est brutale, médiévale. Les Illuminati sont traqués, leurs archives saisies, leurs membres jetés au cachot ou contraints à l'exil. L'organisation officielle n'aura vécu que 9 ans, 9 années seulement. Pourtant, elle a engendré 2 siècles de paranoïa mondiale. On voit leur œil partout, au sommet de la pyramide, sur le billet de $1, dans les clips vidéo, dans les discours des puissants. Le spectre des Illuminati survit parce qu'il incarne notre peur la plus profonde, celle que notre destin soit dicté par une élite invisible et sans pitié. Mais le secret peut aussi être le manteau de la haine la plus abjecte. Nous quittons les bibliothèques bavaroises pour la moiteur empoisonnée du sud des États-Unis. Ici, le secret ne sert pas la philosophie, mais une amertume de perdant. Le 24 décembre 1865, dans le Tennessee, 6 vétérans confédérés, ivres de défaite et de rancœur, décident de transformer leur ennui en terreur. Ils créent le Ku Klux Klan. Pour effrayer les anciens esclaves, ils se drapent dans des draps blancs, prétendant être les âmes en peine des soldats morts au combat. Ce qui commence comme une mascarade grotesque devient une machine à tuer industrielle. Le nom même, Ku Klux, évoque un cercle fermé, un anneau de fer qui étouffe ce qu'il exclut. Ils s'inventent des titres de fantaisie, grand sorcier, cyclope impérial, magus, pour donner une dignité mystique à leur violence barbare. Le clan est un caméléon. Il disparaît sous la pression fédérale pour renaître en 1915, porté par le succès du film Naissance d'une nation. En 1925, ils sont 5 millions. Ils ne sont plus une secte, ils sont la structure même de la société sudiste. On y adhère en famille, on paye sa cotisation, on achète son costume officiel. C'est la banalité du mal en cagoule. Dans chaque village, le bourreau est peut-être votre voisin, votre médecin, votre shérif. La force du clan résidait dans cette omniprésence invisible. La peur n'avait pas de visage, elle avait seulement la forme d'une croix enflammée dans la nuit noire. Aujourd'hui, ils ne sont plus que des débris historiques, mais l'ombre de leur cagoule plane encore sur les fractures de l'Amérique, prouvant que le secret est le meilleur engrais pour la haine. Plus au nord, dans l'enceinte de l'université de Yale, le secret change de visage. Il porte désormais un costume sur mesure, un diplôme prestigieux et un parfum d'élitisme héréditaire. Il existe un bâtiment massif, sans fenêtres, que les étudiants appellent le tombeau. C'est là que se réunit la Skull and Bones, ou chapitre 322. Fondée en 1832, cette fraternité est l'antichambre du pouvoir absolu. Chaque année, 15 étudiants, les plus brillants ou les mieux nés, sont choisis. On ne devient pas un bonesman par hasard, on est sélectionné pour son utilité future. L'initiation est une destruction psychologique méticuleuse. On raconte que les futurs membres doivent s'allonger nus dans un cercueil pour confesser leurs secrets les plus honteux, leurs désirs les plus sombres, devant leurs futurs frères. C'est un contrat de chantage mutuel. Une fois que le groupe possède votre âme, vous lui appartenez à jamais. On murmure que le grand-père de George W. Bush aurait profané la tombe du chef indien Geronimo pour ramener son crâne dans le tombeau. Ce n'est pas une secte religieuse, c'est un syndicat de classe. On y croise des présidents, des directeurs de la CIA, des juges de la Cour suprême. Ils ne cherchent pas à changer le monde, ils sont les gardiens de son immobilisme. Pour eux, le secret est la clôture qui sépare les bergers du troupeau. Mais il y a aussi les poètes de l'ombre, les chercheurs d'absolu. Au XVIIe siècle, l'Allemagne est secouée par des manifestes anonymes signés du sceau de la Rose-Croix. Ils promettent une réforme universelle et générale du monde entier. Leur fondateur légendaire, Christian Rosenkreuz, est un spectre de Poitiers, un symbole de l'homme qui a parcouru l'Orient pour ramener la lumière. La Rose-Croix est une utopie invisible, un collège de savants qui communiquerait par l'esprit.
Ils cherchent la pierre philosophale, non pas pour transformer le plomb en or, mais pour transmuter l'ignorance en connaissance. Ils sont les architectes de la pensée ésotérique, ceux qui ont réconcilié la science naissante et la magie ancienne. Leur héritage est partout, dans la franc-maçonnerie, dans la poésie, dans notre désir persistant de croire qu'il existe un sens caché derrière le chaos de la matière. Enfin, nous atteignons le cœur du brasier, là où le secret devient une lame de métal froid entre deux vertèbres. Pour comprendre la secte des assassins, il faut oublier les légendes urbaines et regarder les murs vertigineux de la forteresse d'Alamut, perchée dans les montagnes de Perse. Au XIe siècle, Hassan-i-Sabbah, le vieux de la montagne, crée une organisation unique dans l'histoire, un État sans territoire, dont les frontières sont la peur. Ses membres, les Fédaïens, sont des maîtres du déguisement et de la patience. Ils peuvent vivre des années dans l'entourage d'un vizir ou d'un roi chrétien, se faisant passer pour des serviteurs dévoués, avant de frapper. Leur marque de fabrique ? Le meurtre public. Ils ne cherchent pas à s'échapper. Ils frappent en plein jour, souvent dans une mosquée ou sur une place bondée, et attendent la mort avec un sourire extatique. On racontait qu'Hassan-i-Sabbah les droguait au hashish pour leur donner un avant-goût du paradis, mais la réalité est plus terrifiante. Ils étaient mus par une foi absolue. Ils ont inventé le terrorisme chirurgical. Un matin, un prince se réveillait avec un poignard planté dans son oreiller, accompagné d'un message. « Ce qui est proche de ton oreiller l'est aussi de ton cou ». Il n'avait pas besoin d'armée pour gagner. Il n'avait besoin que de silence et de détermination. Alamut a fini par tomber sous les assauts des Mongols, mais l'idée que le pouvoir peut être renversé par un seul homme prêt à mourir n'a jamais quitté l'esprit de ceux qui règnent. Que reste-t-il aujourd'hui de ces architectures de l'ombre ? Beaucoup se sont dilués dans le networking mondain, dans les clubs de réflexion ou dans les théories fumeuses d'Internet. Mais ne vous y trompez pas. Le besoin de l'homme de se réunir en secret, de tracer une frontière étanche entre nous et eux, est une constante biologique. Le secret n'est pas un manque d'information, c'est une arme de distinction massive. Il crée une réalité parallèle, une hiérarchie invisible qui se moque des élections et des parlements. L'histoire est une chambre noire où nous ne voyons que ce que les projecteurs officiels acceptent d'éclairer. Mais si vous apprenez à regarder dans les zones d'ombre, vous verrez les silhouettes de ceux qui n'ont jamais quitté le jeu. Le murmure des loges maçonniques résonne encore dans les lois que nous votons. L'élitisme des Bonesmen façonne encore les crises financières que nous subissons. Et la ferveur des assassins hante encore les cauchemars de nos géopoliticiens. Le secret ne meurt jamais, il change simplement de peau, il s'adapte aux technologies de son temps. Hier, c'étaient des mots de passe murmurés dans une cave, aujourd'hui, ce sont des algorithmes cryptés et des serveurs cachés. Le voile ne sera jamais totalement levé, car l'homme préférera toujours le mystère qui le grandit à la vérité qui l'expose. Restez vigilants, car au moment même où vous entendez ces mots, quelqu'un, quelque part, prête un serment qu'il ne rompra jamais. Et ce serment, d'une manière ou d'une autre, finira par affecter votre vie.